c'est Alexandre et bienvenue dans l'émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle culture, d'histoire et d'événementiel. Dans la première partie de la découverte du jardin de la Vallée Heureuse, Pascal Boyer-Vidal nous a conté l'historique de ce jardin. À présent, c'est le côté botanique que nous allons parcourir. Suivez-moi dans Sous la Varangue. Ici, c'est l'entrée du magnifique jardin de la Vallée Heureuse, au Brûlé, pas loin de l'église du Brûlé. Et je suis avec Madame Pascale Boyer-Vidal. Je m'appelle Pascale Boyer-Vidal, je suis réunionnaise par ma mère. Et j'habite dans cet endroit qui était le lieu de changement d'air de mon grand-père, qui n'est plus un lieu de changement d'air puisque j'y habite toute l'année. J'habite à cet endroit depuis près de 30 ans maintenant. Et j'ai vraiment à cœur de conserver, de restaurer et surtout de faire découvrir tous ces vieux jardins des Hauts, de changement d'air. Voilà, tout ça, c'est tout ça. Voilà, donc j'essaye de partager, de faire découvrir ce jardin ancien de changement d'air, où il y a aussi une partie de forêt primaire de moyenne altitude et qui est ma passion, qui était aussi la passion de mon grand-père. On m'a dit que dans ce jardin, il y avait une véritable collection de camélias. Il y avait toutes sortes de camélias. Oui, voilà, on n'est plus tout à fait à la saison des camélias. Je vous invite à revenir entre le mois de mars et le mois de septembre. Mais il en reste quelques-unes, j'imagine. Il y en a encore quelques-uns en fleurs. Mais effectivement, une des premières choses que j'ai faites en arrivant ici, puisque ce n'est plus un lieu de changement d'air, j'y habite vraiment toute l'année. Une des premières choses que j'ai faites, c'est essayer de reproduire tous les arbres, les camélias anciens qui existaient. Ensuite, en allant dans les jardins aux alentours, sachant que beaucoup de ce type de jardins sont détruits malheureusement, j'ai essayé de prélever des échantillons un petit peu partout pour diversifier la collection de camélias. Puis j'en ai trouvé aussi en pépinière, donc on a une quarantaine de fleurs de camélias différentes. Et puis les azalées classiques qu'on trouve dans nos hauteurs, avec la chanson de Petit Angelo, la tradition du bouquet la tête. Voilà. Alors une des premières choses que j'ai faites ici, en arrivant dans ce jardin, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de reproduire tous les camélias anciens, parce que bien souvent, même si ce sont des arbustes en fait, parce qu'ils n'ont pas une très grande hauteur, donc ils sont adaptés au cyclone en fait. Par rapport aux très grands arbres comme les philao, les champacs, tout ça, c'est pas du tout adapté au vent cyclonique où ça va toujours casser, tomber. Les camélias sont des bois de croissance très lente et c'est des bois qui sont très durs, donc ils sont vraiment très adaptés au cyclone. Mais quand on a vraiment de gros cyclones, par exemple comme le cyclone Dina, il souffre quand même, parce qu'un cyclone comme le cyclone Dina est arrivé à 180 km/h sur la côte en vent. 260 ici, voilà, parce qu'on a l'effet Venturi, c'est-à-dire que le vent est canalisé par le relief et au débouché du relief un effet d'accélération. Donc les camélias n'étaient pas tombés, n'étaient pas par terre, contrairement à beaucoup d'arbres exotiques comme les philao, les camphriers, tout ça, ça casse énormément, les eucalyptus, tout ça c'est très cassant. Mais ils étaient souvent vrillés à la base, fendus avec des maladies cryptogamiques ou des champignons qui rentrent à l'intérieur et qui font mourir l'arbre sur une dizaine d'années. Voilà, donc une des premières choses que j'ai faites, c'est de reproduire ces camélias anciens. Et
Et pas sous forme de marcottage aérien, parce que je marcottais la maladie avec en fait, mais sous forme de toutes petites boutures d'œil en verre. Voilà, des petites boutures, j'ai mis au point une technique. Enfin, j'ai appris et puis j'ai amélioré à ma manière et j'ai mis au point une technique pour replanter les camélias. Donc j'ai replanté tous les camélias qu'il y avait dans ce jardin. J'ai essayé de diversifier aussi quand je sais qu'un jardin similaire à ce type de jardin va être détruit. Je vais avec mon sécateur dans la cour, je ramasse des morceaux sous les caméras de surveillance parfois qui me voient passer avec un sécateur. Donc je ramasse des petits morceaux et donc j'ai reproduit tous les camélias alentour. Là vous avez le blanc là qu'on voit, c'est vraiment les cultivars anciens. Ça c'est ce qu'on trouvait dans nos vieux jardins là. Et dessous l'orchidée. Attends, après on va parler. Donc si vous venez à la pleine saison des camélias, c'est entre mars et septembre en fait. Tu avais vu tous les camélias? Oui. Entre mars et septembre. Alors j'ai pas terminé mon inventaire. J'ai vu dans l'inventaire, il y avait aussi avec un gros anneau là, plastifié. Oui, voilà, mais c'est décoloré malheureusement. Voilà, alors quand il y a le nom, c'est que c'est en jardinerie que je les ai trouvés. Voilà, mais parce qu'il existe des centaines et des centaines d'espèces de camélias. Alors ceux qui commencent la saison, ce sont des camélias parfumés, qu'on appelle les camélias sasanquois, qui ne sont pas des camélias japonica et qui ont des feuilles beaucoup plus fines. Et ça devient plus arbustif comme ça. D'accord. Voilà, Ils n'ont pas beaucoup de pétales aussi. Ils n'ont pas beaucoup de pétales, ils sont simples et ils sont parfumés. Et c'est des fleurs qui vont vite tomber en fait, mais ça va faire des tapis de pétales magnifiques. Voilà, tout ça. Et à partir de là, c'est les camélias anciens. Voilà, tous les camélias anciens qu'on a. C'est les japonica. Les camélias japonica, oui. Camélias japonica qui ont des feuilles plus larges en fait. Oui, bah oui. Ah, ils sont beaux ceux-là. Ceux-là aussi, hein. Tu as vu, ça fait comme des roses. Ouais. Non mais c'est ça en fait, ça fait des roses. En fait, le fait d'avoir remis les camélias et les fougères arborescentes, petit à petit, j'ai vu revenir de la mousse. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis les tuiles aussi, c'est pour empêcher l'herbe de monter. Parce que ça, c'est vraiment de la mousse de forêt. Voilà. Ah, c'est trop doux. C'est trop doux, hein. Et dans cette mousse de forêt, on a aussi la surprise de voir réapparaître, comme tu as très bien vu, on voit réapparaître petit à petit des orchidées endémiques. Voilà, là, ce sont des... Que dans les hauts, pas dans Voilà, les bas. ce sont des Sinorchis. Et on a ici, dans ce talus, il faut imaginer qu'il y a 3 ou 4 variétés de Sinorchis différents et qui vont chacun sortir à leur période. Blanc, Non, ils sont tous un peu rosés là, ici. Voilà, tous un peu rosés. Et en fait, cette orchidée a la particularité d'avoir une vie sous forme de rhizome pendant plusieurs mois dans l'année. C'est-à-dire que, en fait, on a un rhizome. Une espèce de... C'est gros, c'est comme une sorte de petit doigt. Voilà. C'est juste un rhizome qui est sous la mousse, en fait. Et là, c'est rempli, hein. C'est rempli. Et c'est pour ça qu'on a mis les tuiles pour empêcher l'herbe de monter, parce que l'herbe, elle envahit tout, hein. La traînasse, c'est très envahissant. Donc on va essayer de préserver cette mousse. Et en fait, à la faveur des pluies ou des saisons, pardon. Tous les ans, on a à partir du rhizome une feuille qui va sortir. Ensuite, on aura la hampe florale, les petites fleurs. Là, c'est le Sinorchis redleyi, je crois. Toutes ces petites fleurs. Et vous pouvez voir des petites gousses ensuite. Parce qu'on a tout un écosystème avec des papillons de nuit ou des insectes qui fécondent ces orchidées. C'est pour ça qu'il y a 0 produit chimique dans ce jardin. Parce que ce soit pour les mousses, même les papillons de nuit. Quand on observe un papillon de nuit en photo macro ou en zoom ou en microscope, ce sont des papillons qui sont magnifiques, qui ont des dessins incroyables, tout un tas de nuances qui sont superbes et qui ont un rôle très essentiel, hein, pour beaucoup de choses. Et qu'on fait de l'huile de camélia, c'est une huile qui est très prisée au Japon pour la peau. Oui, il paraît. Ouais. Ça n'a aucune odeur. Ouais. Mais voilà, c'est très précieux comme... Pareil, ouais. J'en ai entendu parler, j'en ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler. Et en fait, les petites gousses, là, c'est comme des gousses de vanille, puisque la vanille est une orchidée aussi. En fait, la suite de la vie du Sinorchis, voilà, là on a une petite gousse qui est en train déjà de mûrir.
il devient marron. Ensuite, ça va s'ouvrir et il y aura toutes les graines qui vont partir Dans la mousse. dans la mousse. Ensuite, la hampe florale va toute dessécher, va tomber, et la feuille aussi va dessécher et va disparaître jusqu'à la prochaine saison. Et les graines et le rhizome va grandir, va s'accroître. Ensuite, on aura plusieurs feuilles qui vont sortir. Et en même temps, toutes les graines, ça va former un semencier à l'intérieur de la mousse qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est que de savoir, c'est qu'une graine d'orchidée, contrairement à, par exemple, quand on fait germer un haricot ou une lentille, ce sont des graines qui ont des cotylédons en fait. Hein. Les haricots, les lentilles, etc. Zut, est-ce qu'il y a une petite que je peux vous montrer? Les cotylédons, en fait, les orchidées n'ont pas de cotylédons. Voilà, là on peut le voir avec un plant de thé. Voilà, avec un plant de thé, vous pouvez voir que la graine de thé, il y a deux cotylédons de chaque côté. Les cotylédons, ce sont les réserves énergétiques en fait. C'est l'énergie qui permet à la racine pivot de pousser, puis ensuite à la plantule aussi de pousser. Et une fois que la plante sera assez forte, les cotylédons vont dessécher et tomber. Et l'orchidée n'a pas ce système de cotylédons là, ça n'existe pas. Donc pour pouvoir germer, en fait, il y a toujours une symbiose avec un champignon qui est dans la mousse. Donc, et chaque orchidée a son champignon. Voilà, donc c'est un échange. C'est une. Le commérage fourmi et cochonnise. Ouais, du coup, faire féconder une orchidée, c'est super compliqué en fait. Ça dépend des variétés. La vanille, c'est pas évident. Ouais. Et quelquefois, je voyais mon oncle les prenait et les spores. Oui. Il frotte sur les arbres comme Oui, ça. voilà. Et après les Enfin, les graines. Du coup, ça veut dire qu'il y a le champignon sur le Aussi, sur l'arbre. aussi, C'est voilà. ça en fait. Aussi, voilà. C'était tout à fait possible. Un petit plant de thé. Mais il y en a plein beau. Dans ce village, on avait tout un système de canalisation d'eau qui était réalisé en bambou géant. Voilà. On coupait les bambous dans la forme de la. Et je vous montrerai les bambous géants. On coupait les bambous dans dans le sens de la longueur et comment dire, et on fabriquait en fait comme des sortes de gouttières. Comme ça? Oui, pas tout à fait comme ça, parce que là, tu vois, là c'est pour cacher un tuyau en fait, parce que c'est pas très joli. Et là, tu vois, il y a les nœuds. Les nœuds, je te montrerai tout à l'heure, parce que pour enlever les nœuds, il vaut mieux couper le bambou en deux, parce que sinon c'est compliqué. Alors là, c'est plus un bassin d'agrément. Bien sûr, qu'on a fait avec le papa de mes enfants. Voilà. Et il y a quelques poissons et j'essaye de remettre ce bassin en vie. Et les enfants, si vous avez envie de voir mieux les poissons, si vous voulez, vous pouvez leur donner un petit peu à manger comme ça. Hop. Allez-y. Allez-y. De l'autre côté aussi, voilà. Alors, chez moi, à Saint-Gilles, on a recréé un bassin qu'il y avait à l'époque. Oui. Et c'est un bassin qui était alimenté par la pompe de Saint-Étienne, en fait. D'accord. Et donc, la pompe de Saint-Étienne, je crois que c'est une pompe de l'époque. Et on puisait dans la nappe phréatique pour boire de l'eau, quoi. Ah ouais. Et ce bassin, c'était plus un bassin peut-être d'agrément ou avec. Ouais. Il y avait C'est quoi ça? et là, on l'a recréé, mais avec la technologie actuelle. Là, il y a des coïs, Ouais. il y a des nénuphars, il y a des. Là, c'est des insectes qui marchent sur l'eau. C'est des araignées de... C'est pas des araignées, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce sont des petits insectes qui marchent sur l'eau. Et pour marcher sur l'eau, si tu regardes bien. Oui, ils ont des petites pattes avec des petits trucs qui leur... Et en fait, sous les pattes, ils font des bulles d'air. Ouais. Et Ils tiennent, ils tiennent sur les bulles d'air. Voilà. Voilà. Je les ai plantés il n'y a pas longtemps, donc je ne sais pas. Ils sont belles. Ouais. Un peu de On va continuer? C'est vrai qu'on pourrait rester là toute la Bien sûr, on pourrait rester là. Et là, ce sont les Francicéas. Oui, Voilà. on a un. Vous connaissez ça? Ça pousse Ça partout. change de couleur. Voilà, ça change de couleur. On les appelle aussi Francicellea. Les Anglais l'appellent Yesterday, Today, Tomorrow, parce que la fleur change de couleur en quelques jours en fait. Et Là, on l'appelle aussi la veuve joyeuse.
mauve clair. La veuve Et joyeuse, voilà, puisque la couleur du deuil, c'était cette couleur C'était le à violet, l'époque. du coup, Et ça- puis ça veuve marche. joyeuse, voilà. Alors, Regarde, il y a 3 couleurs. Ouais. Mauve foncé, mauve clair Et et puis blanc. presque blanc. Voilà. En fait, quand on regarde, c'est pas tout à fait Oui. blanc, mais presque. Presque. Et surtout, ça sent très bon. Ouais. Quoi. Ah oui, ça c'est vrai. Ça sent hyper bon. Ouais. On est très contents quand il fleurit. Ouais. Mais c'est rempli de fleurs en général. Hein. Oui. Là, c'est un peu, il y en a un peu moins parce qu'il y a beaucoup de mousse dessus. Je suis sûr que vous avez beaucoup apprécié cette visite du jardin de la Vallée Heureuse au Brûlé. À présent, nous allons nous intéresser plus au côté médicinal en passant par l'étude des bambous. Et je vous retrouve dans un prochain numéro de Sous la Varangue.